Elisa est née le 24 avril sur l'île de Valles de Montaña, un village noble étendu sur le bord de la mer Espejismo, mirage en français. Les maisons blanches, peintes à la chaux, longent la mer au sable blanc. Mais le reste de l'île est habillé d'une couverture épaisse d'arbres verts. Quand Elisa était jeune, son oncle, le frère de sa mère défunte, lui apprit comment naviguer des barques et des voiliers afin de pêcher avec lui, ce qui était contre les valeurs patriarcales du village. Il ne fallait pas qu'une femme soit perçue en train de pêcher, une activité d'homme, mais elle adorait passionnément aller en mer. Elle se demandait toujours ce qu'il y avait de l'autre côté de l'horizon, qui était vaste et empli de mystères. Cela semblait interpeller Elisa, mais l'angoisser en même temps. Quand elle n'allait pas naviguer sur les vagues, elle était une enfant difficile. Elle désobéissait à son père, Ricardo, qui lui défendait de jouer à des jeux de garçons, comme brandir une épée ou monter à cheval. Cependant, elle n'entendait rien de ses reproches, car elle suivait son instinct assoiffé d'aventure. Elle se mettait souvent en danger et elle se faisait punir, comme la fois où elle est partie rejoindre son ami Alejandro pour faire du tir à l'arc. Un témoin surpris alla la dénoncer à Ricardo et Elisa ne put revoir Alejandro, car il était devenu une mauvaise influence. Une fille doit s'abstenir, bien paraître et faire des choix de vie modestes et réservés. Ricardo l'avait ensuite emmenée chez une voisine pour lui apprendre la couture, la tapisserie et les bonnes manières. Elisa avait honte et détestait se faire dire comment agir, mais elle n'eut pas le choix. Elle n'aurait pas une bonne réputation pour le mariage plus tard, ce qui était très important pour son père. Elle ne voulait même pas se marier, elle voulait fuir. À ses 20 ans, Elisa fut offerte par son oncle Angèle un collier orné d'un pendentif en forme de gouvernail doré. Elle l'adorait. Elle le mit à son cou dès qu'elle l'aperçut. Ricardo fut furieux contre l'oncle, car le collier risquerait de donner des idées à sa fille de naviguer et de partir de Valles de Montaña. De plus, elle ne devrait pas naviguer son propre bateau. Ce n'est pas convenable pour une jeune femme. Les hommes commençaient à se disputer et à hausser le ton. Ils se parlaient vulgairement et cela devenait insupportable pour Elisa. Prise par une colère de cette injustice, elle se mit entre les deux et leur demanda de cesser de s'embrouiller. Ricardo lui dit qu'elle était privée de sortie jusqu'à ce qu'elle se marie avec l'homme qu'il avait choisi. Il en avait marre qu'Elisa ne l'écoute jamais. Il lui dit qu'il avait trouvé un homme auquel elle allait se marier. Dans les prochaines semaines. Elle sentit son cœur arrêter un moment, le regard fixé sur son père avec haine et détresse. Puis elle se réfugia dans sa chambre en pleurant. Elisa ne voulait pas se marier et encore moins avec un homme qu'elle ne connaissait pas. Elle maudissait son père et elle voulait fuir. Elle resta planquée sur son lit en regardant son collier pendant un moment, en entendant encore les hommes se disputer. Elle regarda par sa fenêtre. La nuit était encore jeune, le soleil venait de se coucher à l'horizon. Elle voyait la mer au loin qui l'appelait. C'est à cet instant qu'elle essuya les larmes de son visage avec sa main. Elisa eut une idée. Elle allait se sauver en bateau et aller où elle le souhaite pour se refaire une vie qu'elle décidera elle-même. C'est ainsi qu'elle se leva, ouvrit sa fenêtre et pénétra dehors. Elle referma délicatement la fenêtre derrière elle. Elle s'enfuit jusqu'à la plage et la longea. Elle trouva un voilier. Elle monta dans le bateau. Elle savait comment il fonctionnait. Elle avait appris comment avec l'aide d'Angèle. C'est alors qu'elle mit les voiles. Elle détacha la corde qui retenait le voilier et elle s'éloigna de la plage. Un sentiment d'anxiété vint la saisir, mais elle se sentait enfin libre. Elisa ne regarda en arrière. Elle pensait à son père, ce qu'il allait en penser. Elle se rappela qu'il était du passé maintenant. Elle allait faire ce qu'elle désire sans que personne ne lui donne des ordres. La mer était calme au point qu'elle semblait morte. Le ciel était noir et les étoiles étincelaient celui-ci. La seule lumière qui fut visible était la lune.
Cela faisait déjà des heures que le voilier flottait sur l'Espéismo. Elisa navigua jusqu'au matin et assista au lever du jour. Elle arrêta le voilier un instant. Elle avait faim à présent. Elle fouilla dans les cargaisons qu'il y avait à disposition. Il n'y avait aucune nourriture, mais elle y trouva une canne à pêche. Elle la contempla et elle sentit qu'elle avait fait le bon choix de fuir. Elle entendait son père la réprimander dans sa tête que les cannes à pêche sont pour les hommes. Enfin, elle commença à pêcher et elle attrapa quelques poissons. Le soleil levant, aveuglant, donnait un reflet doré aux vagues. Elle reprit sa route maritime. Elle aperçut la terre à tribord. Le vent se faisait moins fort que durant la nuit, donc elle rama. Plus elle approchait, plus elle remarquait qu'il s'agissait d'une île dont elle ne connaissait pas l'existence. Elle vit un port au loin, et elle s'y rapprocha. En atteignant le quai de bois, un pêcheur l'aida à garer le voilier. Elle attacha le bateau au quai et prit un sac dans lequel se logeaient les poissons pêchés. L'homme qui l'avait aidée lui demanda d'où elle venait comme ça. À arriver toute seule, il n'avait jamais vu ce genre de voilier assez coûteux en vrai. Elisa répondit qu'elle venait de nulle part. Le pêcheur la regarda, ayant l'air de se poser tout un tas de questions. Il fallait effacer le passé pour de bon. Elisa commença à marcher et elle entra dans un petit marché. Il y avait tout un tas de personnes intéressantes. Des marchands d'épices, de fruits, de fromages, de vin et même de vêtements. Elle se demandait si elle pouvait échanger ses poissons pour un peu d'argent afin d'acheter quelque chose d'autre. Sa faim s'était intensifiée. Elle ne voulait pas attendre de cuire un poisson. Elle trouva un marchand de fruits de mer. Elle attendit que les gens en file fassent leurs achats. Elisa arriva devant l'homme qui avait l'air sympathique. Elle eut l'idée de demander si elle pouvait lui vendre ses poissons. L'homme lui dit d'aller à sa boutique au bout de la rue et d'aller voir sa femme qui travaillait là-bas. Il lui indiqua les directions. Elle le remercia et elle fut surprise. La femme du marchand pouvait donc pêcher elle aussi et appartenir sa propre boutique? C'était merveilleux! Son père n'aurait jamais approuvé cela. Elle suivit les indications et arriva à la boutique. Elle pénétra à l'intérieur. Une dame l'accueillit gentiment à venir au comptoir. Cette dernière finissait de vendre des poissons à 2 clients. Ensuite, la madame regarda le sac d'Elisa. Elle demanda à la jeune fugitive de lui en montrer le contenu. Elle sortit les poissons et les déposa sur la table. La dame fut époustouflée. Elle n'avait jamais vu cette sorte de morue auparavant. Elisa demanda si elle pouvait les lui vendre. La dame accepta aussitôt et elle lui donna quelques zénos pour s'acheter ce qu'elle désirait. Elisa s'acheta du pain et de l'eau potable au marché. Elle s'installa sur une colline d'herbes fraîches qui avait une vue sur la mer pour déguster ses achats. Elle contemplait les vagues au loin. Elle se sentait encore un peu de travers, mais mieux que chez elle. Après son repas, elle décida de trouver un endroit où elle pourrait habiter quelques jours avant de repartir en mer. Elle avait quand même volé un bateau, donc elle devrait repartir bientôt. Ricardo serait à sa recherche éventuellement. Comment allait-il agir pour la retrouver? Est-ce qu'il tenait assez à elle pour demander à ce qu'on la ramène à la maison? Elle recommença à se promener dans le village en remontant la colline. Elle aperçut une auberge. Il était écrit sur un panneau perpendiculaire à la porte d'entrée, au-dessus de celle-ci, « Auberge Sparrow ». Elisa y entra. Les murs étaient faits de bois rond et de briques grises. Il y avait une ambiance chaleureuse. Des gens parlaient autour des tables. 2 chandeliers en métal éclairaient la pièce. Elle demanda au comptoir si elle pouvait rester quelques jours. Le propriétaire de l'auberge, étant aussi le barman, lui donna une chambre au 2e étage afin qu'elle y loge. Ils montèrent à l'étage.
L'homme ouvrit la première porte à droite et lui dit de faire comme chez elle. Cependant, elle lui devait des énaux en échange. Elle lui donna le reste de l'argent qu'elle avait gagné en vendant ses poissons. Maintenant, elle n'avait plus rien, mais elle avait un toit où dormir et où se nourrir. La chambre était assez standard. Les murs étaient faits du même bois qu'au rez-de-chaussée, un tapis violet décorait le sol et le lit était enveloppé d'une couverture de la même couleur. Une petite fenêtre donnait une vue sur le marché et le port. C'était parfait. Elle mangea à l'auberge et dormit dans sa chambre, confortablement comme si elle habitait l'endroit depuis toujours. La nuit tomba et elle put ainsi se reposer. Le jour suivant, elle alla voir le marchand de poissons en lui demandant s'il pouvait lui donner du travail pour gagner un peu d'argent. Elle pourrait aller lui pêcher du poisson. Le marchand accepta et se présenta. Il s'appelait Roberto. Il était pêcheur et poissonnier depuis 36 ans et qu'il avait commencé ce métier à l'âge d'Elisa. Elle se présenta elle aussi. Elle se présenta en tant que Lily, pour éviter que son père ne la retrouve. Elle était maintenant officiellement fière de pêcher. Lily alla au pont retrouver le voilier. Elle mit les voiles et fit joyeusement son travail en se disant qu'elle le ferait gratuitement, car elle était vraiment dans son élément. En s'éloignant du port, un grand bateau arriva au quai. Il était magnifique, splendide et majestueux. Lily se dit qu'elle aurait un bateau comme celui-là, quand elle en aura les moyens. Ce serait sa nouvelle ambition. Elle s'imaginait naviguer avec ce navire. Elle rêvassait en ayant le vent dans ses longs cheveux bruns ondulés. Les matelots du bateau débarquèrent sur le quai. Ils se mirent en ligne. Lily se demandait ce qui se passait, quand une femme d'environ 30 ans, habillée d'un chapeau, apparut. Elle devait être la capitaine du navire. Il était écrit sur ce dernier « Donatello I ». Fascinant comme nom, se disait Lily. La capitaine semblait parler avec confiance à ses matelots de façon si naturelle. Ça devait être son élément à elle aussi. Ça y est, Lily avait une idole. Elle regarda l'équipage suivre la capitaine vers le marché. Elle se rappela qu'elle devait cependant aller pêcher. Lily se demandait si le navire allait encore être au port à son retour. Elle aligna les voiles et elle s'éloigna sur les vagues, plus loin du port. À Valles de Montaña, Ricardo était devenu fou furieux depuis maintenant 24 heures. Cela lui a pris du temps à se rendre compte que sa fille était portée disparue. Il marchait en rond, avec les mains sur la tête. Sa fille unique avait fugué et il ne savait pas où elle était. Semblait-il qu'il avait un peu de compassion pour sa fille, mais il avait perdu le contrôle et l'emprise qu'il avait sur elle. Carlos, le propriétaire du bateau volé par Lily, alla consulter un magistrat à son bureau pour le vol de son voilier. En même temps, Ricardo décida d'aller consulter le magistrat pour la fugue de sa fille afin de la retrouver. Il s'assit près de Carlos. Les deux étaient assis, un à côté de l'autre. Ricardo lui demanda pourquoi Carlos était venu. Il lui dit que c'était parce que son voilier avait disparu et que quelqu'un lui avait volé. Ricardo lui dit que Elisa était disparue. Il y eut un moment de silence. Les deux se levèrent en même temps, brusquement, en se regardant, en ayant eu la même pensée. Lily s'était enfuie avec le voilier de Carlos. Elle ne pouvait pas être allée très très loin. C'est une femme. Elle ne comprendrait pas comment naviguer correctement un bateau, se disait Ricardo. Quand la plainte fut faite au magistrat, ce dernier demanda à ce qu'on appelle un homme qui saura retrouver le voilier, ramener Lily et, s'il faut, agir avec violence. Il faudra quelqu'un qui n'aura pas froid aux yeux. Le magistrat appela Fred, qui suggéra Samuel Cazador, le meilleur chasseur de primes qu'il connaissait. Samuel arriva armé d'une épée dans son fourreau. Il avait une cicatrice sur l'œil droit. Il avait vraiment un air menaçant. Il embarqua sur un bateau avec d'autres hommes qu'il dirigerait. Le magistrat lui suggéra d'aller sur la mer Espejismo et d'aller à la première île trouvée.
Élisa ne devrait pas être allée très loin. Ce soir-là, le bateau de Samuel partit en mer. En revenant de la pêche, Lily eut un soulagement. Le navire était encore là. Elle avait pêché des tonnes de poissons de toutes les sortes. En arrivant au quai, elle attacha le bateau et alla porter ses trouvailles chez Roberto. Il fut très content. Il paya Lily pour son bon travail. Elle gagna une dizaine de zénos. Le soleil allait bientôt se coucher. Donc elle s'engagea à aller manger puis dormir à l'auberge. Elle prit sa nouvelle marche qui allait devenir une habitude jusqu'à l'auberge Sparrow. En y entrant, c'était bondé de monde. Elle se demandait quelle était l'occasion de cette fête. Elle analysa la pièce et elle reconnut la capitaine du navire assise à une table. Les deux matelots assis avec elle allèrent au bord commander quelque chose. Lily alla se chercher à souper au comptoir un bon repas. Juste après avoir pris son assiette, elle entendit la voix d'une dame l'interpeller. Elle se retourna et remarqua que c'était la capitaine qui l'appelait. « Toi, là-bas, la pêcheuse! » La capitaine l'invita à s'asseoir avec elle. Lily n'en revenait pas. Elle vint s'asseoir à la table. La dame lui dit « Je t'ai vu aller en mer ce matin. Tu as l'air de savoir ce que tu fais. » « Eh bien oui, j'ai appris avec mon oncle. »« Intéressant. Comment as-tu les moyens d'obtenir un voilier aussi prestigieux à ton âge? » « C'était le bateau de mon oncle, évidemment. C'est un emblème familial. Il est à moi maintenant. »« Que fais-tu toute seule? »« Qu'est-ce qui dit que je suis toute seule? »« Facile. Tu habites dans une auberge et tu as un bateau. Tu n'as nulle part où aller. Sinon, tu t'en irais. »« D'accord, je n'ai plus de famille. »« Écoute, à bord de mon navire, il n'y a que des gens comme toi et moi, sans famille. Mon équipage et moi, nous embarquons des orphelins et des figueurs. J'ai senti qu'on était du même sang, toi et moi. Quel est ton nom? »« Je m'appelle Lily. »« Enchantée, je m'appelle Anna. Ravie de faire ta connaissance, Lily de Sparrow. » Les deux discutèrent toute la soirée. Anna était non seulement la capitaine du Donatello I, mais elle était aussi reconnue comme étant une pirate. Elle était venue avec son équipage se reposer 2 jours dans cette ville avant de retourner à la recherche du talisman magique appelé le Némésis. Il appartenait à un certain Falido. Ceux qui connaissaient cette légende se sont toujours demandé pourquoi il ne l'avait jamais utilisé lui-même. Ce talisman avait comme pouvoir d'exaucer un souhait quelconque, et Falido ne l'a pas utilisé. Après le vœu, le talisman perdrait sa valeur et ne resterait qu'un bijou décoratif. La magie existe vraiment. Cependant, le talisman est protégé par une magicienne cruelle appelée la Green, car Falido souhaite quand même le protéger. Personne qui aurait voulu s'emparer du talisman n'est revenu vivant de la caverne de la Green. Apparemment, elle aurait démembré ses adversaires. Juste cette histoire a redonné la soif d'aventure à Lily. Et elle ne croyait pas que telle chose existait. À la fin de la soirée, la capitaine demanda à Lily si elle voulait faire partie de l'équipage. Lily a accepté. Elle n'avait nulle part où aller, de toute façon. Elle n'avait plus rien à perdre. Lily se demanda ce qu'elle allait faire du voilier. Elle se dit qu'elle allait se faire retrouver rapidement si elle repartait avec. Elle pensa donc à le vendre ou le donner et de partir avec les pirates. Elle dit au revoir à Anna et elle alla dormir au 2e étage. Elle sentait qu'elle avait trouvé un but de vie. Cela alimentait ses rêves et elle avait hâte de marcher sur le Donatello. Durant la nuit, le navire de Samuel cherchait la terre la plus proche. Il devrait avoir trouvé l'endroit où se cache Élisa aux petites heures du matin. Il ne suffisait qu'il la trouve dans la ville qu'ils allaient trouver. Perdu dans ses réflexions en observant la mer, Samuel n'avait pas sommeil. Il était penché, les bras croisés sur le rebord du bateau. La mer était calme. Il aimait le silence jusqu'à ce qu'un des acolytes vînt le voir. « Vous ne dormez pas?
Vous devriez vous reposer un peu. Capitaine Sergio trouvera cette terre. Je n'ai pas sommeil. Ok. Je m'appelle James. Je suis ravi de faire cette mission avec vous. Je peux rester observer à votre place si vous voulez. Vous n'avez pas dormi encore. James, ne me dis pas quoi faire. Toi, tu devrais aller te reposer. C'est moi qui dirige cette mission. Le patron me paie des zénos. Allez, va. Laisse-moi tranquille. D'accord, monsieur. Comme vous voudrez. Samuel était rude et condescendant. Il n'était plus lui-même depuis le fameux jour de la mort de ses parents. Il était devenu froid. Cependant, il était ambitieux et déterminé à retrouver Elisa. Il fallait qu'il touche à cet argent. Le camp comptait sur lui après tout. Il pourrait s'acheter la nourriture qu'il voudrait. Cela lui éviterait de toujours manger la même chose. Quelques heures plus tard, Samuel était endormi sur une chaise du bateau. Le capitaine Sergio cria « Terre en vue !» Samuel se réveilla tranquillement. Il s'assit et il alla rejoindre le reste de l'équipage. Encore les yeux endormis, il se frotta les yeux avec ses poings. Il regarda l'île au loin. Leur bateau allait arriver à l'aube. Le jour se leva et s'annonçait prospère et productif. Lily alla faire sa promenade jusqu'à la plage. Elle s'arrêta un instant du haut de la colline. Au loin, elle vint un bateau au port. Elle ne le reconnaissait pas. Elle tenta de voir qui arrivait au quai si tôt. Elle vint un chasseur de primes et ses acolytes. Son instinct lui insista qu'ils étaient là pour la ramener à son père. Elle courut aussitôt chez le poissonnier. Elle rentra dans la boutique. Roberto se demandait qu'est-ce qu'elle faisait à cette heure-là. Elle lui dit qu'elle lui donnait son voilier gratuitement parce qu'elle devait partir. Le poissonnier était surpris, car il trouvait tellement que c'était un beau voilier. Il n'aurait jamais pu s'offrir une telle chose. Roberto fut ému. Il la remercia pour tout. Elle dut partir en se faisant discrète. Lily devait trouver un moyen d'aller sur le Donatello 1 sans se faire apercevoir par le chasseur afin de s'échapper. Elle risquerait sa vie pour ne pas retourner à Valles de Montaña. Elle préférait mourir que se marier et subir la torture de son père, sachant qu'elle avait fugué pendant 2 jours. Elle voyait les acolytes commencer à faire du porte-à-porte pour la retrouver. Durant ce temps-là, d'autres hommes avaient localisé le voilier, donc ils savaient qu'elle était proche. Par pure chance, Anna sortait du Donatello 1 pour aller à l'auberge. Quand la capitaine se rapprocha de l'auberge, Lily l'arrêta. « Peux-tu m'emmener sur ton navire? C'est moi qui le cherche. »« Je vois. Viens avec moi. » Elles traversèrent le marché en se faufilant entre les gens. Elles se rangèrent entre 2 stands. La capitaine donna sa cape bleue à Lily et lui couvrit les épaules. Anna lui demanda de rester une seconde. Elle alla au stand d'en face et acheta un chapeau de paille. Elle revint et enfonça le chapeau sur la tête de Lily. La capitaine, en lui tenant le bras, lui dit d'avoir l'air naturel. Anna et elle marchèrent quelques pas. Ensuite, Anna lui dit de marcher en avant d'elle et qu'advenant que quelque chose n'arrive, elle serait juste derrière pour la défendre. Lily eut une démarche assez maladroite, mais elle s'en rendit compte et commença à marcher avec confiance. Il fallait seulement embarquer sur le bateau pour fuir définitivement. Les deux avaient dépassé le marché et elle se dirigeait vers le port. Juste devant elle, à droite, les acolytes du chasseur de primes cognaient aux portes et quelques d'entre eux rentraient chez les gens et se mettaient à leur crier dessus d'évacuer la maison. Puis, adossé sur un mur, assis par terre, le chasseur de primes se tenait en aiguisant son épée avec une roche. Lily commença à paniquer de l'intérieur, mais elle voyait le navire. Elle s'apprêtait bientôt à mettre les pieds sur le quai. Elle donna quelques coups d'œil au chasseur et elle passa à côté de lui subtilement. Le chasseur la regarda en retour, puis il regarda son épée. Derrière elle, elle sent qu'il la regarda encore une fois. Il réalisa qu'elle avait l'âge et l'apparence de la fille recherchée.
Il se leva debout et cria « Élisa, c'est elle! Attrapez-la! » Juste derrière lui se tenait Anna. Elle lui donna un coup à la figure et elle lui prit son épée. Il tomba vers l'avant, mais il se ressaisit aussitôt sur ses pieds. Le chasseur, enragé et un peu sonné, décida de ne pas se préoccuper de son épée, mais de courir après Lily. La capitaine courut rejoindre Lily. Samuel se mit à le poursuivre sur le quai. Les matelots du Donatello 1 indiquèrent à Lily de sauter du quai au bateau. Anna sauta avant elle et lui tendit la main pour l'aider, qui hésitait à sauter. Le chasseur la poussa et embarqua en même temps. Lily et Samuel tombèrent sur le pont. Les matelots les encerclaient. Un d'entre eux aida Lily à se relever, mais les autres pointèrent leurs sabres au chasseur. Samuel, sur le dos, leva les mains devant lui pour montrer qu'il se rendait. La capitaine dit « Mettez les voiles, on quitte le port !» en mettant son chapeau de capitaine sur sa tête. 2 matelots attachèrent le nouveau prisonnier au grand mât du navire. Samuel se débattait, mais il ne réussit point à se défaire de l'emprise des 2 matelots. Le Donatello 1 agrandit ses voiles et s'éloigna du port. Les acolytes du chasseur arrivèrent sur le quai en retard. L'écart entre eux et le navire était trop grand pour embarquer dessus. Ils regardaient le prestigieux navire commencer à voguer sur l'eau, prenant de la distance de l'île. Fin de l'épisode 1.